Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 26 mars, nous sommes toujours confinés et ça va durer. Bienvenue dans À l'air libre pour prendre une bouffée d'oxygène. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Mathilde Gohanec. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, comme ça peut aller. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, on va vous parler donc de la situation des plus vulnérables d'entre nous, des migrants, des personnes sans domicile fixe, des mal logés. On aura avec nous Christophe Robert, qui est directeur général de la Fondation Abbé Pierre, des bénévoles qui interviennent à Paris, à Nice, à Cannes, et qui nous raconteront comment s'organisent les maraudes et l'accompagnement de ces personnes. Et puis aussi un témoignage de travailleurs sans papier à Montreuil qui vit dans des conditions assez déplorables actuellement. Ok, on te retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, Mathilde. Au programme de la première partie, on va parler de ces plaintes qui se multiplient contre l'État, des plaintes de collectifs de soignants, des plaintes de particuliers. On en parle avec plusieurs personnes, un avocat, un acteur citoyen et un soignant. Et puis ensuite, on fera un petit détour par une rue de Paris qui s'est transformée en usine à ciel ouvert de fabrication de gel hydroalcoolique. Ce sera le reportage de la rédaction. Enfin, je vous rappelle, avant de commencer, deux adresses où vous pouvez nous écrire. alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos récits de vie. Et puis covid@mediapart.fr pour toutes vos informations et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 7, c'est parti. On n'y comprend rien, on n'y comprend vraiment rien en ce moment à la com gouvernementale. Un exemple, les masques. Est-ce qu'il faut en mettre ou pas si on n'est pas soignant et si on n'est pas malade? Hier, au point presse du Conseil des ministres, la question a été posée à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Pourquoi Emmanuel Macron ne met pas de masque? Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres, dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite est que le port du masque en population générale, lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants, n'est pas utile. Il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française. Il n'y a donc pas de raison que le président de la République déroge aux recommandations faites à la population française. Donc hier, en déplacement à Mulhouse, Emmanuel Macron n'a pas dérogé. Voilà, là, ce que vous voyez, c'est Emmanuel Macron à Mulhouse. Il ne porte pas de masque, ce n'est pas un masque que vous voyez, et quand il fait comme ça, coucou, eh bien, il ne porte pas de masque. Il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française. Voilà, il fait comme tout le monde, Emmanuel Macron, et puis ça tombe bien parce qu'on déborde de masques. En fait, on en a vraiment beaucoup, beaucoup des masques. J'accueille maintenant nos trois invités pour répondre à une question. L'État n'a-t-il rien fait alors qu'il savait que l'épidémie allait prendre cette ampleur? Trois invités qui n'ont rien à voir, mais qui ont un point commun. Ils demandent des comptes à l'État. Ari Halimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous représentez le collectif Interurgence dans la plainte que vous avez déposée au parquet de Paris pour notamment mise en danger de la vie d'autrui. Ludovic Toro, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en Seine-Saint-Denis à Coubron, vous êtes également maire de la ville et vous représentez le collectif C19 pour Covid-19 qui réunit environ 600 médecins. Votre collectif a déposé plainte ce jour devant la Cour de justice de la République qui juge les infractions commises par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Bruno Gassio, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et vous avez monté un site qu'on va voir là, plaintecovid.fr, pour faciliter les plaintes des particuliers ou encore des syndicats professionnels de santé. Chacun votre tour. En un mot, un seul mot pour qualifier la gestion par l'État de l'épidémie de coronavirus. Ari Halimi d'abord. Imprudence. Ludovic Toro. Et Bruno Gassio. Bordélique. Alors, Ludovic Toro, la plainte de votre collectif vise Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Vous n'y allez pas de main morte, vous parlez de mensonges d'État. Oui, ça vise évidemment le Premier ministre et la ministre de la Santé, puisque sachez que la santé est une compétence uniquement ministérielle. C'est-à-dire aucune collectivité territoriale, qui soit mairie, département ou région, n'a cette compétence. Elles le prennent parce qu'en fait, il y a un déficit de gestion au niveau ministériel, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà depuis très longtemps. Quand vous parlez de mensonge d'État, c'est quand même un mot, enfin c'est quand même une expression très forte. Vous pensez que ces ministres ont volontairement menti à la population?
Bon, à mon avis, j'ai pas dit, c'est pas bon, ça me dérange pas de mes mensonges d'état, je l'ai jamais dit, donc ça a été sorti. Je dis tout simplement, il y a eu des mensonges qu'on peut lister. Hein, il y en a depuis janvier, il y a eu plein de mensonges, et même en tant que médecin, de base, hein, que généraliste, on est révolté par tous les mensonges. On peut pas annoncer quelque chose et faire le contraire. En matière de médecine, c'est totalement impossible. Exemple. À peu près 2 mois, on nous dit qu'on recevrait les masques, nous les médecins généralistes. On n'a jamais rien su, donc on a été exposé très très longtemps. Moi, j'ai des patients qui m'amènent des masques, hein, qui m'ont amené des masques, hein, parce qu'ils voyaient que j'en avais pas. Ça, c'est un mensonge. Deuxième mensonge, comment un porte-parole ou n'importe qui, un directeur général de la santé peut dire que les masques, ça sert à rien? Sérieusement. Alors qu'on voit le pays qui a le mieux réagi, qui est la Corée du Sud, qui a mis masques et tests, ont une courbe qui est nettement inférieure à la nôtre. Et voilà, c'est pas possible d'un côté dire que les masques, ça sert à rien, et après dire maintenant, il faut qu'on fabrique des masques. Il y a tellement de contradictions depuis le début que ça devient insupportable au niveau des citoyens et des soignants. Et des soignants, je veux dire. Aujourd'hui, moi, bon, je vais parler peut-être en tant que maire, l'hôpital public du coin m'a demandé si on n'avait pas des moyens de protection. Donc j'ai été dans les cuisines, on a mis des surchaussures, tout ça, mais excusez-moi, c'est pas du tout le discours qu'on entend. Le fossé entre ce qu'on entend tous les jours et ce qui se vit au quotidien, je dirais à la base, mais est énorme, et ça énerve un peu quand même, c'est le moins que je puisse dire. Vous partagez cet avis, Ari Halimi, vous représentez le collectif Interurgence et vous avez aussi déposé plainte, pas devant la CJR, mais au parquet de Paris. Alors, effectivement, on a déposé plainte et le collectif Interurgence considère que si on prend l'historique, c'est-à-dire les recommandations scientifiques à un moment donné, notamment celle de l'OMS, et précisément, si on peut prendre une date charnière, c'est la 24 janvier, où l'OMS donne des recommandations précises, notamment en termes de tests de dépistage. Et puis celle du 30 janvier, où l'OMS appelle le monde entier à agir. À partir de ce moment-là, avec la littérature scientifique, avec ce qu'on sait de ce qui se passe en Chine, eh bien, le gouvernement ne pouvait pas ne pas agir. Et à partir de ce moment-là, tout politique, même si c'est un très noble métier que de faire de la politique, ben, il a des responsabilités. C'est comme la personne qui prend le risque de violer son confinement et de sortir dans la rue, ben, il prend le risque d'avoir une amende. De la même manière, un responsable politique prend le risque d'être poursuivi pénalement s'il ne prend pas des précautions pour protéger la population. C'est la raison pour laquelle le collectif Interurgence a considéré qu'à partir de certaines dates, eh bien, il y avait des éléments suffisants pour considérer que le gouvernement aurait dû prendre des mesures, notamment les tests de dépistage systématique pour ceux qui étaient susceptibles d'être contaminés au Covid, ce qui n'a pas été le cas. Puisqu'il suffit de la déclaration du 11 mars 2020 du président de la République qui disait « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer, surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes le soir d'été ». Voilà pourquoi le collectif a déposé plainte. Ça, ce que vous dites par rapport à la déclaration du chef de l'État, il faut continuer à sortir, à vivre, ça, c'est de nature à constituer un élément pour dire là, il y a eu une négligence, un manque de prudence, une mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est un élément concret. C'est un des éléments parmi tant d'autres. Hein. À partir du moment où on recommande de poursuivre la vie comme avant, alors que la contamination est déjà sur le territoire, alors qu'on n'a pas pris les mesures pour acheter suffisamment de tests et les fournir, ne serait-ce qu'aux soignants, pour qu'ils puissent eux-mêmes se dépister, alors qu'ils sont au contact des malades en permanence. Des recommandations précises, notamment en ce qui concerne les masques. Vous l'avez dit vous-même, hein, on est un petit peu dans des recommandations aléatoires. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs infractions qui sont prévues par le code pénal, qui sont des infractions non intentionnelles. On n'a pas volontairement, on n'est pas à l'origine de cette contamination, de ce Covid, évidemment. Le gouvernement n'est pas à l'origine de l'épée, mais le gouvernement aurait dû prendre certaines mesures. Et par exemple, vous avez un article du code pénal, c'est l'article qui consiste à une infraction qui consiste à sanctionner pénalement celui qui s'abstient volontairement de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. C'est une des infractions qui est visée par la plainte. Effectivement, le gouvernement aurait dû prendre des mesures. Il aurait dû bien acheter les tests, dire il faut être testé quand on est soignant. Il aurait dû fournir des vêtements de protection pour les soignants qui en manquent cruellement. Et donc, les contaminations qui
cette absence de mesures de protection peuvent être sanctionnés par la justice pénale. Alors, parmi les éléments qui ont déclenché les plaintes, parce qu'il y en a d'autres, on en a compté 6 devant la CJR, la Cour de justice de la République. Parmi ces éléments, il y a l'entretien récent d'Agnès Buzyn au Monde. Vous l'avez peut-être lu. J'en lis un passage et je vais vous demander votre réaction. Agnès Buzyn confie au Monde, elle dit ceci: « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. » Est-ce que vous avez lu cet entretien et qu'est-ce que vous en avez pensé, Bruno Gasco? J'ai trouvé ça assez affolant que quelqu'un qui a des responsabilités au sein de l'État, comme ministre, quitte son ministère en pleurant pour aller se présenter à des élections dont elle sait qu'elles peuvent ou qu'elles n'auront pas lieu. J'ai trouvé ça totalement affolant, que personne ne fasse rien, qu'on nous dise la veille on ferme les restaurants, les cinémas, les théâtres, mais n'oubliez pas d'aller voter demain. Il y a une sorte de confusion qui a été installée dans l'esprit des citoyens. Et moi, je m'exprime ici, alors je ne représente pas un collectif, je ne représente rien. Je suis juste un citoyen assez lambda, un justiciable lambda, qui se retrouve face à un flux d'informations puisqu'il est confiné et qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire qu'essayer de s'informer du moment auquel il pourra sortir et comment évolue la situation. Je me suis dit, c'est pas normal. Et quand j'ai vu qu'il y avait une plainte de 600 médecins, j'ai simplement tweeté, est-ce que les justiciables lambda comme moi pourraient s'associer à cette plainte? Et là, il y a des avocats qui m'ont contacté en disant oui, il y a plein de choses. Il y a notamment ce que disait Maître Halimi sur l'abstention volontaire de prendre des mesures. Et puis il y a homicide, puisqu'il y a des morts. Et puis il y a homicide involontaire. Il y a violence involontaire. Et puis il y a mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et je me suis dit, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on essaye de faire quelque chose pour que les justiciables lambda portent plainte? Pas pour entraver l'action du gouvernement dans un moment de crise, parce qu'on n'entrave rien du tout. Ils peuvent continuer à travailler, simplement pour dire, on est là les gars, on vous regarde. Et les questions qui ont été soulevées, est-ce qu'ils savaient, est-ce que c'est de l'erreur, de bonne foi, est-ce qu'ils nous ont mal informés ou pas? Moi, j'ai une réponse à ça, mais ce n'est pas ma réponse qui est intéressante. Une réponse d'un juge, de la justice, dans un débat contradictoire, avec des responsables politiques, avec des gens qui apporteraient des arguments forts pour dire non, vous n'avez pas fait tout ce qui était possible, alors on aurait cette réponse. Parce que là, il y a une petite musique qui s'installe depuis 2 ou 3 jours qui est personne ne pouvait savoir, personne n'est scientifique, les scientifiques ne savaient pas. Comment vous, confinés, vous pouvez savoir des trucs? Vous êtes tous devenus virologues ou quoi? C'est pas ça qu'on dit. C'est simplement ne faites pas comme si on n'était pas là, comme si on ne vous regardait pas. On vous voit. On est donc attentif. Vous agissez là un petit peu comme une sorte de vigie et c'est pour ça que vous avez monté ce site, je le rappelle, plaintecovid.fr, où en fait on peut aller puiser au bon endroit la plainte, rédiger. Voilà, quand on explique. En fait, ce sont des modèles de plainte selon qu'on est malade, pas malade, soignant ou conjoint de malade, par exemple. Il y a des plaintes différentes. Elles sont pré-remplies. Elles sont toutes argumentées, il y a les qualifications, les motifs, il y a les pièces jointes pour démontrer que ces arguments s'appuient sur des choses solides, et il suffit de les remplir pour que le préjudice qui est le nôtre, nous citoyens, soit clair. Donc si quelqu'un n'est pas malade, mais qu'il ne peut pas sortir ou qu'il sent qu'il n'a pas été suffisamment informé, il peut porter plainte. Si quelqu'un a dans son entourage quelqu'un qui est malade ou qui est décédé, il peut déposer une plainte. C'est des motifs différents. Voilà, c'est juste des avocats qui ont travaillé pour mettre à notre disposition de quoi faire ce que nous, lambda, on ne peut pas faire. Alors, c'est hyper pédago. C'est hyper pédago, effectivement. Vous avez évalué, vous avez, pensé à tous les cas de figure. Ouais. En quelque sorte, bon, c'est aussi.
J'aime bien quand vous dites je, ce sont des avocats qui l'ont fait. Moi, Oui, j'ai juste oui, posé des une question avocats. et ils se servent du fait que j'ai une grande gueule et que ça passe un peu parfois, quoi. C'est Mais c'est ça. bien. Et du coup, avec votre grande gueule, vous guidez les gens pour attaquer l'État, rien que ça, quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas attaquer l'État, je veux que l'État réponde. Parce que la petite musique qu'on entend aussi, c'est avant, ils ne savaient pas, maintenant, il ne faut rien faire parce qu'ils sont en train de travailler, il ne faut pas les entraver. Et dans 3 mois, on nous dira, ça va, c'est le passé, oublions tout ça, sortons boire des verres, allons sur les terrasses, tout va bien. Non, 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 non. Il y a un moment, les gens en responsabilité doivent rendre des comptes aux citoyens que nous sommes quand il y a une crise extrêmement grave. Et on s'aperçoit, enfin moi là, je ne suis pas macroniste, tout le monde le sait, mais ça n'a rien à voir même avec Macron, quelle que soit la personne qui aurait été au gouvernement. Là, si au lieu de nous informer, elle avait essayé de nous rassurer, uniquement de nous rassurer, si au lieu de fabriquer très très vite, dès le 24 janvier, commencer à fabriquer des masques, parce que les masques, ce n'est pas la peine d'en porter, en tout cas si on en porte un, on n'est pas plus mal loti, c'est pas plus grave, on n'aggrave pas notre cas en le portant. Par contre, on peut limiter. Donc, toutes ces choses qui n'ont pas été faites, il faudra en rendre compte. Ludovic Toro, je voudrais vous faire écouter une déclaration d'Emmanuel Macron aux soignants. Il était hier à Mulhouse, et puis après, on y réagit tous ensemble. Voilà ce qu'il a dit donc à propos des soignants. Pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Mais plus largement, nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Ça vous inspire quoi, cette déclaration d'amour aux soignants? Je vais relire et je vais vous répondre. D'abord, on ne peut pas dire on ne savait pas. C'est impossible. Ça veut dire qu'on ne regardait pas la télé, on ne regardait pas ce qui se passait en Chine. On savait très bien ce qui allait arriver. Vous ne croyez pas que la Chine elle a fermé son économie juste par plaisir? Le même virus, c'est le même virus qui arrive chez nous, et il n'y a pas de différence entre un Français et un Chinois au niveau médical. Donc surtout qu'on ne me dise pas aujourd'hui, on ne savait pas. Ce que je regrette surtout, c'est que tout le mois de février, ça a été un défilé de grands professeurs, de porte-parole et de journalistes qui nous disaient c'est une grippette, vous en faites pas, si vous êtes très vieux et très malade, vous allez sûrement mourir, mais les autres, vous êtes tranquilles. Et aujourd'hui, d'un seul coup, confinez-vous parce que vous allez mourir. Pour la population, c'est incroyable, je veux dire. D'un seul coup, on aurait pu préparer ça progressivement, mais on ne l'a pas fait. Et qu'on ne me dise surtout pas qu'on ne savait pas. Et surtout, il ne faut pas se retrancher derrière les médecins spécialistes, professeurs, etc. etc. Ceux qui ont dit ça, pour l'instant, bon, il faut mieux qu'ils ne parlent plus, d'accord, je pourrais en quitter un paquet. Mais nous, médecins généralistes, on regarder la télé comme vous. Le citoyen voyait bien les dégâts que ça faisait là-bas. Il voyait bien que le lanceur d'alerte, qui était le médecin, était mort à 35 ans. Ce n'était pas seulement des vieux. Et on ne comprenait pas. On se disait peut-être qu'il ne faisait pas son âge. Mais bon, surtout, on ne savait pas, ce n'est pas possible. J'ai géré le H1N1, moi, la dernière fois. C'est il y a 10 ans. Et vous avez vu la différence? Moi, le H1N1, j'ai reçu dans mon cabinet, livré les masques. J'ai reçu tout en mairie, livré. On a fait beaucoup de choses. J'avais fait des conférences. Et là, c'est rien. Il n'y a eu aucune réaction. Les masques, je vais les chercher en pharmacie quand il y en a. Mais je veux dire, on dirait qu'on nous fait l'aumône. C'est-à-dire que nous, je veux bien qu'on dise aujourd'hui, super, le personnel soignant, mais je vous rappelle encore il y a quelques mois comment ça se passait. Hein. Donc, des primes qui arrivent maintenant, les primes, il ne faut pas les donner quand on a besoin des gens, si on les donne tout au long de l'année. Et je vous assure que les soignants, ils sont au bout du rouleau pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup sont malades. Vous l'avez bien vu, ça a été les premiers exposés. Ce sont les premiers qui tomberont, aussi bien en hospitalier qu'en médecine de ville. Parce qu'en médecine de ville, alors, ne croyez pas que les masques sont toujours là. Hein. Les ambulanciers qui véhiculent des personnes qui sont en chimiothérapie et qui sont fragiles, ils n'ont pas de masque. Les pharmaciens, ils n'ont pas de masque. Tout ça, la différence entre ce qu'on nous dit et ce qu'on vit mais est énorme et devient insupportable. Je vous rappelle qu'on est en phase 3, on n'est plus en phase 2. Les réactions dans tous les pays sont en phase 2, c'est-à-dire qu'on se teste et on met des masques. Qu'on ne me dise pas que la population ne va pas mettre de masques. Écoutez, excusez-moi, on aurait dû le faire en phase 2. On ne l'a pas fait. Comme vous dites, je ne veux pas attaquer ce gouvernement particulièrement. J'attaque la négligence et l'immobilisme. C'est ça que j'attaque. En effet, vous le disiez tout à l'heure, ce n'était pas compliqué, dès fin janvier, de se faire 2-3 usines qui fabriquaient des masques, c'est un morceau de chaîne élastique. Et faire du gel hydroalcoolique, ça ne coûte rien. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, là, on va chercher tout le monde pour chercher tout ça. On a bien 1 mois de retard. Et puis même si, allez, on ne va pas parler des Chinois, ils doivent être très différents de nous. Les Italiens, on a bien un delta de 15 jours.
Est-ce qu'on a réagi? On a critiqué la médecine italienne en disant « eux, ils sont pas bons, nous, on est nettement meilleurs, on va gérer ». On va gérer quoi? On est exactement comme eux. Donc, surtout pas donner de leçons. Il y aura évidemment des comptes à rendre, mais normal, tout responsable a des comptes à rendre. Moi, en tant que médecin, si je fais une erreur, j'ai des comptes à rendre. Tout le monde a un compte à rendre, on a un avocat, n'importe qui a un compte à rendre. Là, il y a un compte à rendre. Non pas pour les mettre en prison, ils n'iront pas. Mais surtout, que ça serve de leçon pour le futur. Parce que des virus, il y en a, ils vont arriver, ça c'est clair. Et on ne pourra pas faire autrement. Mais surtout, là, dans ce cas-là, alors qu'on a eu la H1N1 il y a quelques années, je pense qu'on n'a vraiment pas réagi comme il le fallait. Quant au propos du président, qu'est-ce que je vous dise? Je pense que la porte-parole qui parle, là, elle ne doit pas être de ce gouvernement-là. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir un décalage, à mon avis, c'est d'un autre gouvernement. Parce que, excusez-moi, mais en période où il y a des gens qui décèdent, arrêtons de raconter n'importe quoi. Que je ne sais pas, mettre un masque, c'est une plaisanterie. Parce que le masque, on va le mettre sur la tête ou sur l'épaule, peut-être. Eh oh, réveille, quoi. Les gens, ils sont énervés quand ils voient ça. Certains ne veulent plus regarder la télé tellement ils sont énervés de tout ça. C'est des messages qui sont, mais pas possible. Je veux dire, quand, excusez-moi, le directeur général de la santé nous disait il n'y a pas très longtemps, non, les masques, ça ne sert à rien, c'est fait pour ceux qui font des fibroscopies et des coloscopies. Eh oh, sérieux. Fallait nous dire, il n'y en a pas, je suis désolé, on n'est pas prêt. Mais surtout, ne pas mentir. Parce que nous, les médecins, on nous a menti régulièrement depuis un mois. On nous disait, les masques FP2 vont arriver, mais toujours pas aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense que, quand on savait, parce que vous ne dites pas qu'on ne savait pas, ou alors sinon, il faut tout refaire la médecine française. Parce que autant les professeurs que les médecins, on a fait les mêmes études. Et à la limite, vous-même, là, devant l'écran, vous saviez très bien que ça allait arriver, il n'y a pas besoin d'être un prédicateur pour ça. Donc voilà, je pense qu'en effet, on n'a pas réagi. Je ne sais pas pourquoi, il faudra des explications. Et que là, on est vraiment en retard. C'est à ça que serviront vos interpellations devant la justice. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont une chance d'aboutir, ces plaintes Aria Halimi? Je pense à celle que vous avez déposée pour le collectif Interurgence. Juste en quelques mots, rapidement, si vous pouvez m'expliquer pourquoi elle n'est pas devant la Cour de justice de la République. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ou est-ce que de toute façon, ça sert à faire pression, y compris sur l'opinion et sur la classe politique pour qu'elle s'explique? Alors d'abord, effectivement, ça sert à faire pression puisque les mesures qui sont réclamées depuis le début ne sont pas encore advenues. Les tests de dépistage, on commence à en fabriquer, mais pas suffisamment pour protéger ne serait-ce que les soignants. Les masques, c'est pareil. Donc, effectivement, ça a une vocation politique. C'est un levier juridique, mais ça a une vocation politique, c'est-à-dire d'obliger le gouvernement à faire plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a des chances d'aboutir? Bon, alors pourquoi déjà choisir entre la Cour de justice de la République et le procureur de la République? La justice de la République, c'est la juridiction qui va juger des infractions commises par des ministres en exercice. Là, par exemple, on ne sait pas si les fautes, les décisions ou les non-décisions n'ont été prises que par des ministres en exercice. Ça peut être des hauts fonctionnaires, mais qui ne sont pas ministres. Ça peut être le directeur général de la santé, ça peut être n'importe qui. Donc, on ne va pas s'adresser directement à la Cour de justice de la République, et puis surtout, on ne va pas nommer directement sans exactement savoir quelles sont les décisions ou les non-décisions qui n'ont été prises. Donc, on ne nomme pas, on fait une plainte contre X, et on a donc l'obligation d'aller devant le procureur de la République. La deuxième chose, c'est que malheureusement, la Cour de justice de la République, qui aurait dû disparaître, puisque c'était l'une des promesses et un des engagements de M. Emmanuel Macron, eh bien, c'est un organe hybride, c'est-à-dire qu'il est composé à la fois de politiques qui ont plutôt vocation à se protéger eux-mêmes et de juges. Et le problème, c'est que c'est aussi un organe d'enquête. Et donc, il risque d'y avoir, comme c'est souvent le cas, un filtre au début de la Cour de justice de la République. Ils vont dire « circulez, il n'y a rien à voir » et on ne fait même pas d'enquête. Si on va devant le procureur de la République, j'ose espérer que le procureur de la République qui sera saisi, c'est peut-être à Paris, c'est peut-être ailleurs, alors pour nous c'est à Paris, vont à minima ouvrir une enquête. On l'espère, hein, parce que s'ils n'ouvrent pas d'enquête, il y a beaucoup de gens qui ne le comprendront pas. Et on pourra à minima déterminer ce qui s'est passé pendant cette période et avant cette période, pourquoi certaines décisions ont été prises ou pas, et est-ce que ça entraîne des responsabilités. Est-ce que ça aboutira ou pas? Je ne peux pas vous dire. Hein, déjà, savoir ce qui s'est passé avant de déterminer si les responsabilités peuvent être encourues. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Une toute dernière question à Bruno Gassio et après, on va devoir se quitter. Il y a eu des téléchargements des documents que vous avez mis en ligne ou vous en êtes à combien à peu près? C'est ce que j'allais vous dire, puisque oui, c'est pour faire pression. Il y a eu 30 000 téléchargements. Je ne sais pas si tous donneront lieu à une plainte.
Mais en tout cas, il y a eu 30 000 téléchargements en 48 heures. Toutes les minutes, il y a des gens qui téléchargent le truc, qui regardent, qui me demandent comment le remplir. Alors, je leur explique que je ne suis pas juriste, il y a des choses que je ne peux pas leur expliquer, mais ils peuvent aussi se tourner vers un avocat, passer un coup de fil à un copain avocat ou carrément se tourner vers un cabinet ou aller en ligne et remplir correctement leurs papiers. On peut envoyer ça en ligne et avec accusé de réception. Et comme le disait Ari Halimi, il y a bien un procureur en France qui finira par ouvrir une enquête. Et il suffira d'un pour qu'on s'engouffre derrière, parce que si une plainte est recevable, alors toutes les autres le seront. Voilà. Bon, eh bien, on suivra ça. En tout cas, ces 30 000 téléchargements montrent au moins qu'il y a un intérêt pour la démarche. Je rappelle aussi qu'il y a une pétition qui soutient la plainte de votre collectif, Ludovic Toro, et la pétition sur change.org a déjà recueilli 200 000 signatures. C'est donc assurément un sujet qu'on va continuer à suivre à Mediapart. Merci à tous les trois. Merci Ari Halimi. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau de Paris et avocat du collectif Interurgence dans cette plainte. Ludovic Toro, médecin et maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis et représentant entre autres du collectif C19, également plainte contre des ministres devant la Cour de justice de la République. Et Bruno Gassio, auteur et je dirais facilitateur citoyen. Bon confinement à tous les trois. À bientôt. On passe au reportage de la rédaction. On manque de tout, de pas mal de choses, de masques. On l'a vu, même si on voit que le président Macron les utilise avec parcimonie, si bien qu'on peut assister à des scènes un peu surréalistes en plein Paris. Salut Iban, tu es journaliste pigiste pour Mediapart. Salut Valentine. Tu t'es rendu rue Mignon dans le 6e arrondissement de la capitale et tu as découvert une sorte d'usine assez étonnante. Ben oui, vous allez voir les images, c'est assez impressionnant, on se croirait presque dans un film d'anticipation. En fait, la rue Mignon a littéralement été transformée en atelier de fabrication pour ce gel hydroalcoolique à ciel ouvert. Alors voilà, regarde, tu vois, c'est en pleine rue. La production a été lancée le 3 mars dernier. Ce qui est assez fou, c'est que la préfecture et la mairie de Paris ont bloqué cette rue exprès pour que la pharmacie Delpech, qui est l'une des plus grosses de la capitale, puisse travailler en paix. Et alors, donc c'est le patron de la pharmacie qui a pris cette initiative. Exactement. Le patron de la pharmacie Delpech, il s'appelle Fabien Bruno. Il est aussi pompier réserviste depuis 20 ans. Et pour lui, en fait, c'était juste logique de mobiliser son équipe de 60 pharmaciens pour improviser ce labo à ciel ouvert. On l'écoute. Il y a 3 semaines, j'avais jamais fait un litre de solution hydroalcoolique par jour. Et aujourd'hui, on va en sortir à peu près 12 000 litres, je pense. Tous les jours, 12 000 litres? Aujourd'hui, en tout cas. Ça dépend après des quantités d'alcool qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, on va sortir 12 000 litres. Ouais. Sachant qu'il y a 3 semaines, je ne connaissais même pas la formule. En fait. Comment est-ce possible qu'un pharmacien parisien se retrouve à s'improviser petit chimiste? Eh bien, en fait, la pénurie de gel hydroalcoolique en France aujourd'hui, elle s'explique notamment par la pénurie des matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication. Et je pense en particulier à l'alcool à 96 degrés. Donc, en fait, Fabien se débrouille pour acheter en gros le plus possible à son fournisseur et pour produire et ensuite fournir donc, des hôpitaux, les aides-soignants, des entreprises, mais aussi d'autres pharmaciens qui sont en rupture de stock, comme avec Martial Fraisse, pharmacien qui est venu de Fontenay-sous-Bois. On l'écoute. Les centres de santé de la ville de Fontenay-sous-Bois et surtout les aides-soignantes, les services à domicile de la ville qui n'ont plus de gel hydroalcoolique pour intervenir à domicile. Alors déjà que les masques, c'est quasiment impossible. Il fallait au moins qu'elles aient de quoi désinfecter les mains pour aller d'une personne âgée à l'autre pour assurer leur travail d'aide ménagère et aider les personnes qui sont seules à domicile. Voilà, et tous les jours, tu as entre 400 et 600 professionnels de santé qui viennent se réapprovisionner en gel dans cette pharmacie. Merci Iban Raïs, on peut te lire dans Mediapart. Mathilde, avant de parler avec toi et tes invités de la situation des plus vulnérables, une pause musicale par Cyril Castellitti. Il est journaliste à Mayotte, mais pas que, il est aussi rappeur et il nous offre la minute détente du jour. Petit freestyle pour Mediapart, en direct de Mayotte. Écoute bien, ça fait un truc dans le genre. Ok, G. On a connu le chômage avant le confinement. Je connaissais déjà les pénuries, j'ai pas peur de l'isolement. C'est pas la joie, ouais ça c'est sûr, mais je me plains pas pour autant. Je suis pas une femme isolée, bloquée avec un mari violent, non ça c'est chaud.
je vais pas te changer les idées. Si t'es testé positif, tu vas pas positiver. C'est chaud, c'est pas du ciné. 6 mots à fermer les frontières, y aura plus de shit au quartier. Tu vas comprendre c'est quoi l'enfer, man. C'est la pandémie, j'écris des homicides. Comment rester chez soi si t'as pas de domicile? Travailler dans son salon, ça c'est un privilège de riche. Les patrons sont chez eux, les ouvriers bossent à l'usine. Et si t'as de l'eau dans ton robinet et que ton frigo est rempli, c'est que des pauvres ont charbonné, car la misère ça a un prix. Si tes parents sont soignés par des gens dont c'est le boulot, c'est que contrairement à Netflix, t'as payé des impôts. Allez frère, serre un verre au système et ses limites. Maintenant tu comprends pourquoi on a besoin de services publics. Paraît qu'on est en guerre, si c'est le cas c'est contre nous. Restez vigilants les frères, mais surtout restez chez vous. Merci Valentine. Avec nous donc pour ce deuxième plateau, Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Clarisse, bénévole au sein du collectif Solidarité Migrants Wilson à la Plaine Saint-Denis en Ile-de-France, Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56, association d'aide aux migrants, notamment à Calais et à Paris, et puis Jules, administrateur du centre Emmaüs La Roya, bénévole également auprès des personnes à la rue à Nice. Bonsoir à toutes et tous. On va commencer tout peut-être par le témoignage de M. Touré, d'origine malienne, qui est travailleur sans papier depuis 19 ans en France et il vit là depuis plusieurs mois avec plus de 200 personnes dans un hangar à Montreuil. Le confinement, évidemment, complique encore un peu plus la donne. Et aussi, nous, ici, nous sommes ici, le contagieux, ça va plus vite. On est 200 personnes l'un de l'autre et serrés. C'est invivable. La contamination, c'est le plus rapide. On a du mal à vivre et on a du mal à dormir à cause du virus. Donc on est en danger ici. Donc on aimerait bien faire un changement et aussi séparation si c'est possible. Et le virus, c'est très dangereux par rapport à l'humanité, par rapport à ce moment. Et donc... En quoi c'est dangereux déjà pour vous, le confinement? Pour nous, l'ensemble total, et pour nous, c'est dangereux par rapport au serrer les lits l'un de l'autre. Et 40 cm l'un de l'autre et un seul micron des frigos pour 200 personnes. Alors la contamination ça va trop vite. On n'a qu'une seule chute pour plusieurs gens. Et ici la contamination ça va trop vite. On doit faire attention à tout pour ouvrir la porte, pour ouvrir le robinet, pour toucher. On doit faire attention. Et donc on a le peur, on a tous peur l'un de l'autre. Christophe Robert, la situation est critique, hein, on l'entend, pour des personnes qui vivent déjà en temps normal dans une extrême précarité. Quels sont les retours que vous avez, vous, du terrain? Vous me disiez que c'était aussi assez dantesque. Comment vous pourriez décrire cette situation? Oui, ce témoignage est douloureux. Au fond, on voit que toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, en squat, en bidonville, qui depuis des mois ou des années vivent déjà des situations très difficiles, aujourd'hui sont plus que jamais menacées, extrêmement inquiètes. Il y a des personnes qui ont faim, il y a des personnes qui ont peur d'être contaminées. On voit que, donc, avant tout pour ces personnes-là, il y a une urgence immédiate, totale. Et il faut impérativement que nous mettions tout en œuvre pour leur apporter le nécessaire, les besoins vitaux. On a aussi un risque pour l'ensemble de la population parce que des lieux comme celui-ci que nous venons de voir, il y en a d'autres en France, sont des foyers de contamination potentiels et donc d'extension du virus. Donc, c'est un enjeu considérable pour chacune des personnes qui est en souffrance aujourd'hui dans notre pays, mais c'est aussi un enjeu pour nous tous et il nous faut des réponses très énervées, très vite.
Est-ce que le gouvernement a compris, a conscience de l'urgence? Vous êtes en relation étroite avec le ministère, donc est-ce qu'il est question d'accélérer la mise à l'abri, voire de réquisitionner des locaux? Il y a plusieurs choses qui sont en cours de développement. C'est une course contre la montre. En fait, on est face à un marathon sans froid en termes tous d'organisation, de réponses à apporter, mais il y a une urgence absolue. Qu'est-ce qui se passe? La solution aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde à l'abri, dans des hôtels, dans des logements vacants, dans des résidences étudiantes, dans des centres de vacances qui sont restés vacants aujourd'hui parce que le pays est à l'arrêt. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 places d'hôtels qui ont été mobilisées dans cet esprit. Mais il faut accélérer toutes ces solutions pour apporter une réponse à chacun, pour que chacun puisse se reposer, se confiner, se soigner si besoin. Et puis, il y a un enjeu médical, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes en très mal logement, toutes les personnes en situation de précarité aujourd'hui puissent avoir, bien sûr, accès à l'hôpital, comme chacun d'entre nous, si tant est qu'il y a des urgences médicales qui s'imposent, ou développer des espaces. Alors, on parle de centres de desserrement qui sont en cours de développement. Il y en a 7 aujourd'hui qui sont sortis de terre depuis le début de la crise. Il devrait y en avoir 80 à terme pour orienter des personnes sans domicile, des personnes qui sont dans des bidonvilles, dans des squats ou dans des centres d'hébergement où il n'est pas possible de leur proposer une chambre individuelle. Donc, ces centres, il faut faire très vite. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, il y a l'urgence qui a été saisie par les acteurs de la puissance publique, mais il faut accélérer. Il faut qu'on fasse un sprint pour pouvoir apporter une solution à chacun. Et là, on n'y est pas encore, y compris même sur l'accès à l'alimentation et l'accès à l'eau sur un certain nombre de bidonvilles, de squats ou de situations extrêmement tendues. Disiez-vous également en préparant cet entretien, est-ce que ça encore, c'est malheureux de poser la question, mais c'est une situation exceptionnelle par rapport à d'habitude, ou est-ce que c'est simplement la répétition aggravée du climat habituel? C'est une situation exceptionnelle du fait de la crise sanitaire que nous vivons. Ça s'explique assez simplement. Tous les services d'aide aux personnes en difficulté qu'on appelle de première ligne, les maraudes, les distributions alimentaires, les accueils de jour, la logique d'aller au-devant des personnes qui se développent avec des bénévoles, des associations, aujourd'hui sont réduits depuis une dizaine de jours parce que une partie de ces bénévoles ou de ce personnel sont eux-mêmes affectés par le virus, sont en confinement, doivent s'occuper de leurs enfants, ont peur, toutes des raisons bien légitimes. Donc il y a un enjeu et c'est en train de se réorganiser depuis 3 jours de manière plus satisfaisante, heureusement, mais il y a des gens qui ont faim. C'est la raison pour laquelle on a débloqué aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de tickets services pour apporter dans les lieux. Parce que si la distribution alimentaire auquel on était habitué ou l'épicerie sociale dans laquelle on allait s'alimenter eh bien, est fermée, pour distribuer ces tickets, on va pouvoir aller acheter, les personnes sans domicile vont pouvoir aller acheter dans un magasin qui est resté ouvert de quoi se nourrir ou des besoins liés à l'hygiène, si vous voulez. Donc, il faut que dans l'urgence, on multiplie cette solution, le temps que partout se réorganise la capacité d'intervention pour apporter une réponse à chacun. Et puis, il y a des endroits où les problèmes existaient depuis longtemps. Je pense à des bidonvilles où il n'y avait pas d'eau. Marseille, c'était le cas depuis longtemps et on a su que depuis ce matin, il y avait une alimentation en eau qui arrivait enfin. Mais on parle bien de besoins, mais de première nécessité, c'est inimaginable ce dont on parle. C'est pour ça qu'il faut une accélération immédiate de toutes nos capacités d'intervention pour apporter une réponse à chacun. Je crois qu'il y a évidemment les problèmes des personnes qui sont dehors, les problèmes qui sont dans des structures un peu vacillantes là en ce moment, et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont logées mais très mal logées, dans des logements insalubres et très peuplés, où le confinement est là aussi très difficile pour elles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et quelles sont les alertes que vous avez là-dessus? Oui, je ne vous cache pas que la situation extrêmement tendue sur le front des personnes sans domicile a fait que pendant une semaine, toute la réorganisation dont je parlais à l'instant et la mobilisation qui reste encore à développer pour apporter une réponse à chacun a constitué la priorité. Mais nous étions déjà bien inquiets de quoi? De savoir qu'il y a des personnes qui vivent dans des logements surpeuplés. Je rappelle qu'il y a quasiment 1 million de personnes qui sont dans des logements
surpeuplée, à peu près 300 000 enfants mineurs, des personnes qui sont dans des logements insalubres, indignes. Pour que chacun se fasse une idée, c'est tout ce qui nous a été révélé au grand jour avec la catastrophe d'Aubagne. C'est-à-dire que je suis logé, mais je suis dans un logement dangereux pour ma santé. Je suis logé, mais je suis dans une situation de surpeuplement qui accroît les tensions, avec le risque de violence conjugale, avec le risque de promiscuité, de problèmes de santé. Et donc, toutes ces catégories de situations de mal logés, aujourd'hui, sont en train de remonter durement, avec des personnes qui disent, et moi-même, j'ai plus d'activité, j'avais une activité qui pouvait être au noir, qui pouvait être dans l'économie informelle, mais aujourd'hui, il y a même des enjeux d'alimentation qui nous remontent depuis hier matin sur ce registre. C'est vrai aussi dans les quartiers populaires, les quartiers de la politique de la ville, où on sent qu'il y a là une fragilité énorme de personnes qui avaient ou des petits boulots qui ne peuvent plus exercer. Donc il y a des enjeux financiers. C'est pour ça que nous appelons à un fonds pour pouvoir aider les personnes à payer leur loyer, à payer leurs charges, à pouvoir continuer à avoir un téléphone. Et parfois même, nous envisageons ce matin même de faire aussi une distribution de tickets services dans les quartiers aussi populaires parce que des besoins remontent dans ce sens-là. Donc là, il y a aussi tout un pan de notre population fragilisée depuis longtemps, souvent invisible, qui est en train d'avoir peur. Peur, sincèrement. Les messages que nous avons, c'est de la peur. Il nous faut là aussi organiser collectivement la capacité d'apporter des réponses concrètes aux personnes. Très bien, merci pour ce témoignage et ce panorama de la situation aujourd'hui du point de vue de votre association. J'imagine qu'il est partagé par les autres grandes associations de solidarité en France. Ouais. Oui, on travaille beaucoup ensemble. Là, nous allons avoir une réunion avec le ministre Julien Denormandie du Logement pour justement faire remonter tous ces besoins que nous essayons de faire remonter du local pour que le plus rapidement possible, à chaque problème, il puisse y avoir une réponse. Il va falloir une ambition considérable, une logistique considérable, une organisation considérable, une solidarité collective considérable. Vraiment, je ne voudrais pas faire du catastrophisme, mais pour certains, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire notre dynamisme collectif pour apporter des réponses heure par heure supplémentaires pour que chacun puisse avoir un toit sur la tête, de quoi s'alimenter et se protéger. C'est fondamental, fondamental. Merci beaucoup Christophe Robert. Je me retourne virtuellement vers vous, Clarisse. Vous faites partie du collectif Solidarité Migrants Wilson en Île-de-France. Vous aussi, vous considérez qu'on paye aujourd'hui l'incurie habituelle avec des personnes migrantes laissées à la rue dans des conditions qui étaient déjà déplorables bien avant que la catastrophe Covid n'arrive. Est-ce que c'est ça c'est ça que vous constatez aujourd'hui? Les failles habituelles, mais oui, c'est vrai que c'est-à-dire qu'on est habitué effectivement à travailler, à travailler. On n'est que des citoyens, des bénévoles, et j'ai utilisé le terme de travailler parce que oui, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'heures de bénévolat. Et effectivement, on est habitué à se rendre auprès des gens sur le terrain et à voir des gens qui n'ont pas à manger, qui ont des difficultés extrêmes pour se nourrir, pour boire, pour se soigner, pour accéder aux moindres droits. Voilà, c'est une aide qu'on essaye, nous, de procurer. Et là, effectivement, avec le Covid, ça a été un petit peu l'accélération de tout ça, quoi. Et ça a été assez terrible les premiers jours parce qu'on s'est retrouvés, comme d'habitude, sur des campements où là, il n'y avait même pas, d'eau de disponible pour les personnes. Donc, on s'est retrouvés à aller faire des interventions pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est que le Covid et comment se protéger. Alors, se protéger quand vous n'avez même pas d'eau à disposition, de toilettes, c'est vraiment très compliqué. Et puis, on est effectivement confronté
Donc à tous les gens qui sont dehors et de la même manière effectivement aux gens qui sont en squat, en habitat précaire, qui sont très très nombreux dans le coin, aux personnes qui n'ont pas de papier. Il y a des gens là qui nous écrivent, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas sortir, qui doivent se soigner, qui doivent manger, qui n'ont plus à manger. Et vraiment, c'est effectivement, j'ai l'impression que toutes les failles habituelles de misère sont en train de ressortir là et d'éclater. Et pour qu'on comprenne bien, il reste des gens actuellement qui sont dehors, sous tente ou sous des abris précaires, et que vous continuez de visiter, d'accompagner, d'aller voir, d'accompagner. C'est ça aujourd'hui la réalité, même en temps de confinement général? Oui, tout à fait. Donc, au début du confinement, on s'est retrouvés avec donc ce campement dont on parlait, où les autorités refusaient obstinément, malgré les demandes incessantes de toutes les ONG, des collectifs, des associations, de faire installer l'eau, des toilettes. Donc, suite à un scandale qu'il y a eu la semaine dernière, finalement, les personnes ont été mises à l'abri, enfin, une grande partie d'entre elles avant-hier. Mais avant-hier soir, par exemple, nous, on a été distribués, donc suite à cette grande évacuation, à la mise à l'abri de plus de 700 personnes. Et le soir même, on a distribué plus de 300 repas et il nous a manqué. Et en fait, on était sur un périmètre assez petit. Et là, la difficulté aussi, si vous voulez, c'est que les gens sont extrêmement dispersés. En fait, on se rend compte qu'il y a des policiers partout dans nos quartiers dont l'activité consiste à disperser les gens pour qu'ils ne se regroupent pas. Ce qui, encore une fois, en fait, c'est un petit peu, enfin, c'est une problématique habituelle, en fait, et qui est qui est quelque chose de très dangereux pour les gens, parce que déjà sur les campements, les gens ont des difficultés énormes. Enfin, nous, tous les jours, on voit des gens qui sont blessés de guerre, qui sont diabétiques, des personnes âgées, des enfants, etc., qui ont des difficultés à soigner pour toutes les choses. Mais au moins, elles sont accessibles. Lorsque la police passe son temps à disperser les gens, à les éparpiller, et ben plus personne ne peut les atteindre. C'est extrêmement compliqué. À ce sujet, je vous coupe, pardon, mais je voulais peut-être qu'on regarde une vidéo qui a été mise en ligne sur la page Facebook de votre collectif, le collectif Solidarité Migrants Wilson. Elle a été tournée le 18 mars 2020 à Aubervilliers. Donc on la regarde et puis on en rediscute avec vous.
Voilà, cette vidéo assez éloquente. Donc, ce que ça montre, c'est que les consignes de dispersion et même, vous disiez, peut-être les violences policières continuent de s'exercer dans la période actuelle, Clarisse. Oui, tout à fait. Je pense que ici d'autres Yann pourrait en témoigner, par exemple, également. Effectivement, bon, je suis à nouveau émue à la vision de ces images. Ce confinement-là, complètement absurde, de personnes sans eau, sans nourriture, sans toilette, c'est inhumain. Et cette dispersion permanente où ces derniers jours, effectivement, on a été alerté à plusieurs reprises d'interventions policières qui intervenaient la nuit pour détruire des tentes, pour sortir, y compris des familles, Yann pourra en témoigner, de leur tente la nuit. Nous, on a été aussi alertés par des personnes qu'on connaît, qui ont vu leur tente détruire, des personnes, avec une personne qui a été blessée, et on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités aujourd'hui que d'exercer cette violence à l'encontre des personnes qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide? On est dans des urgences vitales plus que jamais. Voilà, c'est vraiment assez incroyable de constater où vont les moyens, où vont les moyens. Cette violence, malheureusement, on doit s'habituer à ça, apparemment. Ça devient quelque chose je dirais pas de normal, je dirais pas jusqu'à utiliser ce terme-là, mais en tout cas d'habituel. Mais même en plein Covid, alors qu'il s'agit de trouver des solutions pour tout le monde, et puis même comme d'habitude, d'un point de vue même strictement égoïste, je pense qu'on a intérêt, encore une fois, à se protéger et à penser qu'on vit ensemble, on vit collectivement. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Les gens qui sont ici, les gens qui sont dans la rue font partie, et donc il faut se protéger. Et de voir ces effectifs de police qui sont déployés pour disperser. Nous, on voit les policiers. Alors, certains se réjouissent, sont très contents de taper, manifestement, etc. Mais certains sont même désespérés eux-mêmes des ordres qu'on leur donne. Parce que quels sont ça? Effectivement, à partir du moment où les gens sont dispersés, on ne peut plus les atteindre. C'est très difficile de les soigner. La Médecins du Monde qui avait un camion d'aide pour les soins, etc., vient de décider de faire un autre dispositif, parce qu'on ne peut même plus avoir un camion. On ne parle pas d'un hôpital, on ne parle pas d'un centre de soins, mais un camion qui soit dans la rue, c'est même plus possible. Et nous, c'est pareil, on s'organise en maraude pour essayer, à pied, en voiture, en vélo, d'aller chercher les gens qui sont en train de se cacher parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la maladie. Ils sont effectivement souvent faim. Je vous coupe sûrement, je vous entends pas très bien, mais je vous coupe du coup, Clarisse, parce que vous évoquiez, vous parliez d'Yann Manzi, donc qui est avec nous également, et qui pourra confirmer sûrement, qui confirmera peut-être ces démantèlements qui se poursuivent, de souligner l'absurdité, selon vous, en période de Covid, notamment quand on cherche par tous les moyens à avoir tous les agents publics à disposition, peut-être pour autre chose que pour mener ce type d'action. Yann Manzi, vous êtes l'un des fondateurs d'Utopia 56, donc association qui vient également en aide aux personnes en situation de migration. Est-ce que vous confirmez donc que ces démantèlements se poursuivent, que la consigne est toujours de travailler sur d'être sur du démantèlement plutôt que peut-être que sur du soutien aux populations? C'est clair que nous, ce qu'on vit depuis le début du Covid, c'est la dispersion des populations. On a erré la semaine dernière avec 35 familles dans les rues de Paris, parce que tout simplement notre association a arrêté l'hébergement citoyen, donc toutes ces populations sont redevenues visibles. C'était plus de 120 personnes. L'hébergement citoyen, c'était donc l'accueil chez des gens, de personnes qui étaient à la rue. C'est ça, on attend justement de faire remonter ces informations pour les faire prendre en charge par l'État. Et donc depuis une semaine, on a arrêté ça, depuis le début du Covid. Et donc ces populations qui étaient invisibles, quelque part, qu'on arrivait à nous quand même, à force d'acharnement à faire prendre en charge par l'État, se sont retrouvés tous à la rue. Et pendant une semaine, on a erré dans Paris avec elles tous les soirs, à monter des campements, à être chassés par la police, à être obligé de monter et démonter.
jusqu'à ce qu'une paroisse nous ouvre ses portes, de façon à ce qu'on puisse mettre ces familles et faire le travail administratif nécessaire pour pouvoir les faire enregistrer. Aujourd'hui, ces familles ont tous été pris en considération, ont été d'abord mis dans un gymnase et se voient proposer au fur et à mesure des solutions 115. Et c'est plutôt intéressant que ces gymnases ne perdurent pas et que ça soit que de la transition, mais surtout pas une solution finale. Un confinement, c'est pas 150 dans un gymnase. Moi, ce que je voudrais faire remonter, c'est la réalité des moyens qui sont mis sur le terrain. Et ce qu'on peut voir, nous, à Paris, à Rennes, à Calais et dans différentes régions, c'est qu'en fait, les moyens ne sont pas là, les moyens de dépistage ne sont pas là, les moyens d'orientation des populations vers des dispositifs pour pouvoir éventuellement, en cas de suspicion, ne sont pas là ou ne sont pas en nombre suffisant. On voit la réalité de ce dispositif où tous les bénévoles, les médecins, les gendarmes ne sont pas équipés avec du matériel. C'est un scandale incroyable qui fait qu'on va à la guerre mais sans armes. Donc, M. Macron dit on va à la guerre mais on n'est pas armé. Il y en a qui tombent chez nous, il y en a qui tombent chez les médecins, ça va tomber. Et ce qui est surtout incroyable, c'est qu'on a beau dire on sait ce qu'il faut faire, il faut réquisitionner des hôtels. Il y a des groupes d'hôteliers en France qui sont là. Ils doivent mettre des dizaines de milliers de chambres à disposition de toutes ces populations. C'est pas si compliqué que ça. On peut l'organiser, on peut être ensemble et le faire. Il y en a marre des annonces. Ça serait bien qu'on passe aux faits. Et je voudrais vous parler plus particulièrement de la situation insupportable qui est en train de se passer à Calais, qui est en ce moment où je vous parle et tous les matins des démantèlements qui continuent à Calais. Depuis le début du Covid, c'est plus de 30 démantèlements qui ont été faits. Ces populations n'auront pas de solution si ce n'est une annonce de solution qui a fuité, qui est passée dans la presse en début de semaine sur une solution pour les exilés de Calais et de Grande-Synthe, sous condition et avec obligation. Donc on voit poindre une solution assez musclée à Calais, avec des amendes pour les bénévoles qui commencent à tomber. Et aujourd'hui, la préfecture qui nous enjoint de travailler sur des horaires de travail bien précis, de façon à ce que sur d'autres horaires, on ne voit pas ce qu'ils font. On a décidé au sein du CA d'Utopia 56 que quoi qu'il arrive, on irait sur le terrain, qu'on nous mette des amendes, qu'on nous mette en prison. On continuera, nous, à faire et à visibiliser et à être les yeux des citoyens pour continuer à faire remonter l'information de ce qui se passe. Est-ce que sur ces personnes que vous accompagnez, et ça doit être le cas de Clarisse aussi, est-ce que vous craignez aussi que leur état de santé, avec éventuellement des polypathologies, des vulnérabilités, des fragilités physiques importantes, en face des victimes privilégiées du virus, sans même parler de leurs conditions de vie actuelles? Excuse-moi Clarisse, je vais finir vite fait. Je pense que, bien sûr, toutes ces personnes sont les plus vulnérables de toute la France, en fait, quelque part, avec bien sûr les personnes âgées, auxquelles il faut vraiment être prêt aussi. Mais par contre, toutes ces populations qui vivent dans des conditions sanitaires, et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est que c'est pas d'aujourd'hui qu'on a des squats de 200 personnes dans 200 mètres carrés. Ce qu'on voit là sur le terrain, ça fait peur, clairement. On voit pas poindre les solutions, c'est surtout ça qui fait peur, c'est qu'en fait on voit, nous, on fait un bilan sur le terrain de qu'est-ce qu'il faut faire. On est informé de rien, nous, petite association de terrain, par contre on a les mains dedans, on voit ce qui se passe, on propose, on dit qu'il faut des solutions et en fait on voit rien arriver. Donc là, nous, on a décidé de référencer tous les gens qu'on rencontre, de faire des listes, d'interpeller la préfecture et la mairie et de pousser pour que des solutions soient prises. Et quoi qu'il arrive, si elles ne sont pas prises, nous, on pourra communiquer sur le fait qu'en fait, on aurait pu les prendre. Ça fait depuis le 5 mars que nous, on interpelle la préfecture de Calais et d'autres régions pour leur dire, s'il vous plaît, occupez-vous de toutes ces populations dont vous ne vous occupez pas depuis des années, en fait. J'imagine que le téléphone va continuer de sonner chez vous plusieurs fois, si c'est vu la tâche qui est la vôtre. Jules de Nice, vous êtes administrateur de la communauté Emmaüs La Roya, fondée par l'association de Cédric Héroux, bien connu des lecteurs de Mediapart, évidemment. Vous continuez d'organiser des maraudes à Nice, à Cannes, bientôt à Menton, je crois.
beaucoup de personnes sans domicile fixe qui sont logées, comme vous me le disiez également, dans des hôtels sociaux, mais d'autres qui manquent à l'appel, et notamment les personnes toxicomanes, qui sont très vulnérables parmi les vulnérables. Quel est le tableau chez vous? Est-ce que vous reconnaissez de ce que viennent de raconter Clarisse et Yann, ce qui se passe dans le Sud? Oui, je me reconnais complètement, particulièrement dans la question des moyens à l'instant Yann. Oui, on a malheureusement l'habitude de faire le boulot du gouvernement en ce qui concerne les populations précaires. Mais ce qui est encore plus affligeant là, c'est que le gouvernement nous demande clairement de faire son boulot, parce que chez nous, on demande clairement au Secours populaire et donc à Emmaüs qui s'est rattaché au Secours populaire de distribuer à manger, mais on ne nous donne rien, on ne nous donne aucun moyen. On nous parle de nous donner de la nourriture depuis une semaine, mais on n'a toujours rien toujours rien venir, et on nous parle de masques, etc., mais on n'a rien. Voilà. Et du coup, le gros problème qui se pose avec cette situation, c'est qu'en fait, nous, évidemment, notre réflexe d'urgence, c'est d'aller donner à manger aux gens qui sont le plus dans le besoin, aux gens vulnérables, qui en pâtissent le plus du corona, et qui sont en plus potentiellement des populations à risque. Le problème, c'est que si on n'est pas sécurisé, nous, on n'est potentiellement pas sécurisant. Donc, ce qui serait quand même bien dommage, c'est qu'on les rende malades, nous, en leur distribuant à manger. Et il n'y a pas de réaction du gouvernement à ce niveau-là. Alors, je sais qu'à Nice, notre très cher maire étant aussi actionnaire du CHU, il s'est débrouillé pour acheter des masques et pour acheter même la chlorodine. Je sais que lui, je le dis tranquillement parce qu'il communique, pour le coup, c'est tout à son honneur, il a le corona, il se fait soigner donc avec de la chlorodine, et il dit que ça fonctionne bien. Il en a donc acheté avec le CHU de Nice. Voilà, et donc qu'est-ce qui compte, les masques, et il a acheté des masques aussi également. Alors déjà, il faudrait qu'ils arrivent, ces masques, hein, parce que tout le monde sait qu'il y a des masques qui s'arrêtent un petit peu partout dans l'Europe et dans le monde. Merci la mondialisation, merci le capitalisme, le libéralisme, tout ça, par monsieur. Je crois que vous manquez de masques et vous manquez même de gel, puisqu'il me semble que c'est votre père qui fait du gel hydroalcoolique en ce moment. Exactement, mon père est pharmacien à la retraite, et donc il nous fabrique du gel à la main, parce qu'on n'a absolument rien. Et je me retrouve même à en donner à certaines petites assos autour de moi qui ne reçoivent pas les qui sont commandés, donc c'est assez comique. Vraiment, la situation s'inverse. Donc, bon, alors, du coup, à ce niveau-là, au niveau du gel, on est bien, mais au niveau des masques, on bricole des choses chacun chez nous. On a vu le tuto du CHU de Grenoble, on a vu ce genre de choses-là, on s'inspire de ça, on bricole. Mais on passe énormément de temps à bricoler ce genre de choses, alors que on n'est pas du tout soutenu. D'ailleurs, quand la commande des masques a été faite, il n'a jamais été question de nous en donner à nous. Si on n'avait pas fait remonter par des contacts notre besoin, on a été complètement oublié, comme d'habitude. L'habitude d'être oublié, mais là, quand même, c'est vraiment bon fait. Et voilà, donc oui, je me retrouve dans ces difficultés-là. Et au sujet des populations les plus précaires, voilà, on met des gens dans des hôtels, c'est chouette, mais il y a des hôtels avec qui ça marche très très bien, il y a des hôtels qui jouent vraiment très très bien le jeu et qui sont vraiment des super partenaires et qui fait que ça fonctionne vraiment bien. Il y en a d'autres où les gens sont jetés là, ghettoisés là, il n'y a personne. Donc dès qu'on arrive avec des sacs, il y a 50 personnes qui arrivent en même temps à la porte. Enfin, c'est assez effrayant. Il y a des enfants au milieu, il y a des personnes âgées. C'est très compliqué. Et en dehors de ces populations-là, il y a effectivement, comme vous le disiez, notamment les toxicomanes. Alors, je parle des toxicomanes parce que j'ai travaillé 5 ans en carré. J'ai fait de la réduction des risques avec les toxicomanes. Mais il n'y a pas que eux, évidemment. Mais en tout cas, il y a des gens, on le sait très bien, quand on travaille dans la rue, il y a des gens qui ne rentreront jamais dans les protocoles que propose le gouvernement. Et un toxicomane, la première chose qu'il a dans la tête le matin, c'est de trouver son produit. Donc, avoir un toit à manger et tout le reste, ça passe après, malheureusement. C'est sa pathologie, c'est sa maladie. Et donc, ils sont là, ils sont dans la rue et ils se font régulièrement, tout le temps, voilà, des guerpires jetés à Nice par la police, par la gendarmerie. Et là, d'habitude, ils galèrent quand même un petit peu. Là, en ce moment, c'est très facile. On voit que dans la rue, donc ils se font virer très très facilement. Et donc, nous, on les trouve très très difficilement. On parlait du fait que le gouvernement, en tout cas les autorités, avaient
tendance à penser aux associations qui viennent en aide à ces personnes-là et à ces personnes-là en premier lieu, en dernier. Je voudrais vous soumettre ce tweet d'Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, donc qui disait dimanche que évalué mineur ou majeur, chaque jeune qu'il demande sera mis à l'abri, en parlant des mineurs isolés étrangers. Les services de l'État, les départements sont mobilisés pour s'en assurer. Et à Mediapart, on a reçu ce témoignage d'une travailleuse sociale bénévole au sein du squat Saint-Just à Marseille, pour ceux qui le connaissent, qui nous disait ceci. La prise en charge des mineurs non accompagnés était déjà défaillante bien avant l'arrivée du coronavirus. Il s'est depuis aggravé. Des dizaines de gosses ne bénéficient pas de la prise en charge du conseil départemental. Ils sont donc aujourd'hui, si on comprend son mail, dans ce squat de Saint-Just. Elle dit « Laisser des enfants dehors en temps de confinement nous rappelle le cynisme et surtout le désintérêt total qu'ont nos dirigeants pour ce public. Sans le squat, les hébergeurs solidaires, MSF et autres seraient tous dehors aujourd'hui, et ceci en pleine crise sanitaire. » On a beaucoup de retours aussi du club de Mediapart, des témoignages de bénévoles, de citoyens qui nous disent ça, qui nous disent en gros on pallie comme on peut, alors qu'on est nous-mêmes confinés et qu'on se débat avec nos attestations pour venir en aide à ceux qui sont dehors. Sur les mineurs, sur les plus jeunes, est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Est-ce qu'ils sont dans la rue? Clarisse, peut-être, dans un premier temps, et puis ensuite Jules. Je pense que Yann est peut-être un peu plus qualifié que moi pour ça, mais oui, bien sûr, ils sont dans la rue. Il y en a pas mal qui ont été remis à la rue justement au début de l'épisode du Covid, avec des solutions qui se terminaient par eux. Donc encore une fois, il y a eu une grande réaction des réseaux, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, heureusement, pour remettre beaucoup de gens, trouver des appartements vides, ceux qui avaient été désertés par les Parisiens, des mises à l'hôtel. Aujourd'hui, on a appris que 2 mineurs qui étaient à l'hôtel, qui présentent des symptômes de Covid, du coup, sont mis à la porte parce que l'hôtel n'en veut plus pour l'instant, alors qu'il est, j'avais pas de nouvelles positives pour leur placement. Et je pense que Yann pourra compléter utilement. Peut-être pour compléter. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est qu'on a bien sûr les mineurs qui sont en recours, et c'est ceux-là qui posent des problèmes. C'est tous ceux qui ont été refusés dans l'évaluation des mineurs qui se retrouvent soit dans des hébergements citoyens, comme le disait Clarisse, ou hébergés par des collectifs citoyens ou des associations. Et une autre partie des gamins qui sont hébergés par des associations comme MSF qui met des bulletins sur la table pour essayer que ces gamins soient mis à l'abri pendant l'hiver. Il y a une réalité en fait de ce qu'on vit tout le temps, sauf que là, chaque cas devient compliqué parce que comme c'est de l'hébergement précaire, il suffit qu'il tombe à l'eau, l'hébergement, et le gamin se retrouve directement sans filet. Et aujourd'hui, réellement, on a les annonces du gouvernement, mais là, nous, on a le cas aujourd'hui de mineurs qu'on a rencontrés et qu'on n'arrive pas à faire prendre en charge. Donc, il y a les effets des annonces et il y a la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. C'est qu'en fait, c'est bien joli de dire qu'on va réquisitionner des hôtels en pagaille, c'est bien joli de dire qu'il y a des dispositifs pour les enfants et qu'on ne va pas en oublier un. La réalité des faits est tout autre. Et je peux vous assurer que je ne sais pas comment on va tenir sur du long terme. Comme le disait notre collègue de la Roya, si on est confronté en direct, on va tomber. On a préparé, nous, à l'Utopia, des équipes de roulement de façon à ce que les gens qui ont été confrontés, même si maintenant on est équipé un peu mieux, parce qu'on a fait, nous aussi, nos masques en tissu, en espérant un jour avoir des masques. On ne les a pas eus, donc on s'est équipé. On sait que ça commence à tomber chez nous, donc on a des équipes de remplacement. Maintenant, c'est clair que sur les mineurs, c'est des effets d'annonce. La réalité, c'est que c'est comme hier, on ne les prenait pas en charge, et aujourd'hui, on les prend en charge dans une communication. Jules, un dernier mot? Complètement là-dedans. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que chez nous, la particularité, c'est qu'on sait très très bien les cacher, on sait très très bien les virer. Donc même les MNA de base, on a du mal à les voir. Donc ça passe vraiment par des travaux de recherche, par des associations qui peuvent en parler. Mais sinon, s'ils n'existent pas, si on écoute les politiques locales ici, il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de MNA, ils sont tous logés. Évidemment, la réalité est autre. Et moi, mon inquiétude est peut-être encore plus grande parce que je suis intimement convaincu qu'il y en a énormément qu'on ne sait même pas où trouver. En fait. Et ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que la gestion d'un camp, c'est compliqué, mais que nous, chez nous, faire un camp chez nous, ça nous fait presque rêver. Je veux dire, il y a vraiment la spécificité locale, je pense, qui rend les choses, qui isolent encore plus. En fait.
Et je pense aussi au traitement. Voilà, moi, je sais qu'il y a des gens qui prennent des risques, nous prenons des risques, il y a des gens à qui on fait prendre des risques. Moi, il y a des gens que j'en vois sur le terrain tous les jours. Ces gens, quand ils seront malades, parce que certains le seront, il y en a déjà aujourd'hui qu'on sort des équipes par sécurité. Voilà comment est-ce qu'on va les soigner eux, qui va bien s'occuper d'eux. Ceux qui sont en train de faire le travail du gouvernement, quand ils seront malades, comment le gouvernement va les soigner. Voilà. Monsieur Estrosi a accès aux médicaments. Est-ce que nous, on aura accès aux médicaments aussi? Merci pour vos témoignages à toutes et à tous. On va continuer de suivre ça. Je rappelle donc le papier sur le sujet dans Mediapart aussi, si vous voulez compléter et si vous êtes un peu allergique à la vidéo. Je repasse la parole à Valentine pour la suite et la fin de cette émission. Merci Mathilde. Tout de suite, les confinotes, Usul et Cotentin. Tu m'entends? Oh là, t'as les cheveux dégueulasses toi, non? Non. Non, je fais une cure de sébum pour les régénérer. Ok, Usul Phoenix, mais en fait, les cures de sébum, c'est les meufs qui font ça. Les mecs, ils ont juste les cheveux sales. Alors, c'est très hétéronormé, comme... Non, si, d'accord, j'ai les cheveux dégueulasses. Ok, très bien. Non, mais j'aime bien, ça sent un peu... Ça sent moi, si j'étais un cendrier. Alors si certains se sont découvert une passion pour le jogging, d'autres ont trouvé ou retrouvé le goût de la messe. Ah attends, il y a une contrepétrie là, non? Je te refoutrais le mou de la graisse, le fou de la fesse. Non, il n'y a pas de contrepétrie, je parle vraiment de la messe à l'église. Il y a des offices en ligne, donc nous on a fouillé pour vous trouver une messe. Ah je l'ai cette fois, on a mouillé pour vous trouver une fesse. Ah oui, là celle-là elle marche. Dans l'Esprit Saint, nous rejoignons les auditeurs de Radio Saint-Louis et les web téléspectateurs de la Web TV. Nous remercions le Seigneur de ces moyens techniques qui nous permettent d'être en communion avec tout le diocèse. Alors là, c'est une messe à Fort-de-France, en l'occurrence, donc le père est martiniquais. Le maire est martiniquais. On va arrêter les jeux de mots foireux, peut-être? Oh non, mais si, non, c'est bon, sur l'église, c'est soit ça, soit les blagues sur les enfants, je sais pas quoi. Non, il y a des traditions dans ce pays, on essaie de s'y tenir. Ah mais si! Alors jusque-là, moi j'applaudissais à fond les soignants, tous les soirs à 20h, je me disais que ça devait leur faire plaisir. Et puis j'ai fait un sondage sur Twitter. Alors attention, c'est pas un sondage représentatif, hein, parce que les répondants, c'est des gens qui suivent Usul, donc ils sont déjà radicalisés sur Internet. Et donc moi je vous ai demandé comment vous applaudissiez, parce que moi par exemple, j'applaudissais avec un air grave, inspiré, ténébreux, solennel, un peu beau gosse, tu vois, comme ça. Mais il y a d'autres façons d'applaudir. Ce que j'avais pas vu venir, c'est qu'il y a 70% des gens qui ont répondu qui n'applaudissent juste pas. D'ailleurs, dans les réponses à ton tweet, il y a des gens qui sont assez énervés. Hein. Oui, en effet. Par exemple, Christophe m'a répondu « Ma femme travaille en hôpital, si j'applaudis, elle me bute. » 50 likes. Attends, ils aiment pas qu'on les soutienne? Toute cette France qui s'engage là, qui fait l'effort de se lever, de bouger jusqu'à sa fenêtre et d'applaudir pendant 1 minute, ça leur fait rien? C'est vraiment des ingrats. Ensuite, on a Rio qui m'a répondu « En tant que soignant, chaque applaudissement me fait mal, désolé. » Il précise que ce qui l'agace particulièrement sont surtout les applaudissements hypocrites des bourgeois qui chient sur la fonction publique toute l'année et font de leur mieux pour échapper à l'impôt. Non mais c'est bien, mais c'est très bien, bah écoutez, on va arrêter puisque vous êtes pas capable d'apprécier nos efforts. Ouais, moi pareil, j'arrête. Ils croient qu'ils sont indispensables ou quoi? Ils se prennent pour qui ceux-là? Non mais oh, la prochaine fois que je suis malade, bah je vais me soigner tout seul, vous verrez. J'en peux plus d'eux, y en a que pour eux, en ce moment ils se sentent plus pissés. Je veux saluer tous les personnels de l'hôpital, des hôpitaux de la région. En plus, les soignants ils se plaignent alors que Macron a fait quelque chose pour eux hier. Oui, il a promis du fric là, un plan d'urgence 6 milliards. Ouais, non mais il a surtout fait un tweet pour remercier ceux qui travaillent. Ah, donc il a même pas remercié les profs? Ah, il en loupe pas une. Merci! Bon, en tout cas, vivement que ça se finisse, hein, parce que nous, les confinés, on se fait chier, alors qu'il y en a qu'on n'est pas ce droit. Les hôpitaux, on les applaudit, les éboueurs, ils peuvent sortir tous les jours. Les caissières, elles font leurs courses quand elles veulent, et je parle même pas de ceux qui prennent l'air, là, pendant que nous, on se fait chier. Je pense aux ouvriers qui rient sur les chantiers. Ah, ils chient sur les rentiers, je laisse celle-là. Cher personnel soignant, rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Plus sérieusement, on vous souhaite bon courage à tout le monde. Hein. Nous, de toute façon, on essaie de faire ce qu'on peut pour égayer un petit peu cette quarantaine, pour vous divertir. De toute façon, c'est parti pour durer, hein, donc... Ah, je l'ai. Oui? Quoi? Non, Darty pour purée? Non, ouais. Non, elle est pas valide. Bah, si ça marche... Non, ça suffit. Allez, on se retrouve demain. Darty? Les magasins Darty? Bah si. Merci Usul et Cotentin et merci à vous de nous avoir suivis. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. 2 adresses pour nous écrire, alairlibre@mediapart.fr et covid@mediapart.fr. N'hésitez pas à vous abonner également à Mediapart. Demain, vous avez rendez-vous avec Mathieu Magnodex et Fabien Escalona. Mathilde, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée Valentine. Et bonne soirée à vous toutes et tous. Portez-vous bien.